7h01, allons-y pour les gens ponctuels, on va se lancer, ça va être parfait comme ça. De toute façon, l'événement est enregistré. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en si grand nombre et si nombreux aussi en rediffusion, j'en suis certain. L'utilisation aujourd'hui de l'API de Données Québec. Quand même quelques petites choses à vous mentionner avant qu'on se lance. La première et la plus importante, cette conférence est enregistrée. Alors, si vous ne désirez pas apparaître dans l'enregistrement, nous vous recommandons de procéder à l'écoute de la rediffusion de cette dernière. Il est important aussi, si possible, de mettre vos micros, en mode sourdine, donc d'éteindre vos micros. Un bon mute nous aiderait à pouvoir faciliter la conférence et son enregistrement. Et sinon, évidemment, ben, on remercie nos précieux partenaires, présentateurs, le gouvernement du Québec, la ville de Sherbrooke, la ville de Laval, la ville de Gatineau, la ville de Repentigny, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Calcul Québec, qu'on a eu la chance d'entendre plus tôt, ainsi que le réseau municipal en technologie de l'information. Partenaires présentateurs aussi qui vont recevoir la grande finale, la ville de Shawinigan et le Digihub Shawinigan. J'ai replacé ici le calendrier pour savoir où on se situe. Alors aujourd'hui, dimanche 10 mars à 17h, le rassemblement pour l'utilisation de l'API de Données Québec. Mais je vous rappelle qu'il faut s'inscrire pour la grande finale qui aura lieu dimanche le 17 mars. Il y a un code promo pour les participants qui s'affiche ici à l'écran, ainsi que la possibilité d'avoir des cartes cadeaux d'essence, maximum de 2 par équipe. Voilà, mes messages d'annonce protocolaires étant faits. Aujourd'hui, comme je le mentionnais, on se rassemble pour en apprendre davantage sur l'utilisation de l'API de Données Québec avec nul autre que José Martel du gouvernement du Québec et aussi membre du comité organisateur. Alors, José, je vais arrêter mon partage d'écran tout en te souhaitant la bienvenue. Si tu veux bien nous partager le tien, on va pouvoir commencer avec ta conférence. À toi. Oui, ben super, merci Félix. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis très heureuse d'être ici pour vous parler un petit peu de Données Québec. Je crois que en tout cas, vous me connaissez, mais moi, je suis conseillère en gouvernement ouvert. Je travaille pour la direction du gouvernement ouvert au ministère de la cybersécurité et du numérique. C'est dans le fond, c'est la direction du gouvernement ouvert qui fournit les plateformes Données Québec et Consultation Québec aussi, que peut-être que vous avez entendu parler pour consulter les citoyens sur leurs avis divers. Voilà, je vais vous faire une petite démo pour l'API de Données Québec, comment ça fonctionne pour aller chercher les données, même je vais couvrir aussi la partie édition de données. On vous l'a dit, cette édition-ci, on permet à nos participants du hackathon d'ajouter des jeux de données dans Données Québec et de venir les modifier, les bonifier, ce genre de choses-là. Fait que je vais couvrir aussi cette partie-là dans ma présentation. Je vous ai d'ailleurs déjà partagé la présentation que vous allez suivre aujourd'hui. Voilà pour le petit mot de bienvenue. Allons-y, je vais vous partager mon écran. Pas très familière avec Discord encore. Oui, pas de problème, c'est un peu Live différent. écran complet. Oui, puis là, j'ai 3 écrans. Je vais choisir le bon et voilà, celui-ci. Parfait. Maintenant, tu es tout équipé, tu vas pouvoir aussi nous partager tes prochaines séances de jeu si jamais une telle chose se produit, je l'ai aussi. C'est Excellent. super. Donc, Fait participantes et que participants, on doit cliquer sur l'image pour pouvoir visualiser en plein écran. C'est un simple rappel. Désolé. Merci, José. Super, merci Félix. Voilà, un petit tour du portail, de notre portail de données ouvertes, Données Québec. Dans le fond, Données Québec, vous le savez, c'est un partenariat entre le monde municipal et le monde gouvernemental. Mais Données Québec fait aussi place aux organismes de la société civile. Lorsque ceux-ci ont de la donnée pertinente pour tous les citoyens, eh bien, on les accueille sur notre plateforme avec grand plaisir. Justement, c'est pour cette raison que vous trouvez des données qui, autant du côté gouvernemental, des municipalités, mais si vous fouillez aussi, vous allez trouver des données d'organisations de la société civile comme Canard illimité, les musées, ce genre de choses-là. C'est des organismes qui, justement, ont des droits pour publier des données dans Données Québec. D'abord, peut-être la technologie qui est utilisée par le portail. La technologie derrière, c'est CICAN. CICAN, dans le fond, qui est une technologie vraiment faite pour créer des portails de données ouvertes. Et il y a plusieurs portails de données ouvertes qui est à travers le monde, dans le fond, que d'autres organismes utilisent CICAN aussi pour publier, créer leurs portails de données ouvertes. Entre autres, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Australie, CICAN est quand même mondialement reconnu et très utilisé à travers le monde. Ce que je vais vous donner comme cue aujourd'hui sur l'utilisation de l'API, évidemment, c'est l'API de CICAN ou c'est l'API de Données Québec, mais on comprend que la techno derrière, c'est CICAN. Donc, on va réaliser aujourd'hui pour être
tout aussi bien être utilisé sur le portail de données du Canada ou des États-Unis qui utilisent la même techno derrière. Ensuite, bon, ben, évidemment, c'est un portail de données ouvertes, donc on comprend qu'il y a 2 aspects. On a un aspect accès aux données, que tous les gens qui est complètement ouvert, que tous les gens peuvent venir, chercher des données, télécharger des données, consulter les jeux de données. J'imagine que vous avez quand même, parcouru le portail, de long en large pour chercher vos données, fait que vous devez quand même être un peu familier avec, le principe de comment est-ce qu'on télécharge les données, ce genre de choses-là. Peut-être la distinction, c'est qu'on a aussi une partie diffusion de données. Comme je vous disais, pour nos diffuseurs, le portail est comme un peu en libre service. Tu sais, les diffuseurs ont des accès dans leur organisation. Tu sais, la façon que c'est structuré, c'est qu'il y a des organisations qui sont diffuseurs. Tous les ministères sont des organisations, les villes sont des organisations. Mais nos diffuseurs sont autonomes pour publier leurs données et ajouter des données, faire les modifications dans le fond de leurs fichiers, ce genre de choses-là. Fait qu'on a cet aspect-là aussi du diffuseur qui est autonome dans la plateforme. C'est pour cette raison-là aussi d'ailleurs que, tu sais, moi, je ne connais pas tous les jeux de données. Les diffuseurs sont autonomes de leur côté pour publier leurs jeux de données, ce genre de choses-là. Donc, je n'ai malheureusement pas la science infuse sur tous les 1400 jeux de données qu'il y a à travers le portail. Fait que voilà pour la petite partie diffusion. Peut-être un petit tour, visuel du portail. Je vais faire une petite démo live, là, juste pour s'assurer qu'on est tous au même niveau pour que tout le monde comprenne bien le portail, comment c'est, structuré. Donc, vous avez la page d'accueil. Comme je vous disais, il y a plusieurs moyens de rechercher des jeux de données. Évidemment, on peut rechercher, via la barre avec des mots-clés, mais vous pouvez aussi rechercher vos jeux de données par catégorie. Lorsque le diffuseur ajoute un jeu de données, dans le fond, il va venir lui indiquer des catégories sur lesquelles son jeu de données se rattache. Fait que c'est un moyen aussi qu'on peut utiliser pour rechercher des données. On peut y aller par catégorie et on peut aussi y aller par organisation. Organisation, excusez-moi, je vais passer ça. Là, vous allez avoir un visuel un petit peu différent du mien. Là. Moi, évidemment, j'ai des droits d'admin, là, fait que j'ai une visualisation particulière, mais bref, vous allez voir, dans le fond, le logo du diffuseur, là, avec, ce ne sera pas en liste comme ça, mais c'est exactement le même principe. Tu vous pouvez rechercher n'importe quel diffuseur, dans le fond, n'importe quelle organisation, et vous pouvez voir tout ce qu'il publie. Là. Comme, par exemple, ce matin, on parlait justement du ministère de la Sécurité publique. Fait que vous pouvez aussi rechercher par ça, tu sais, parcourir les organisations et voir quel jeu de données ils diffusent. Des fois, si vous avez un sujet en tête, ce qui est probablement le cas, des fois, ça peut être pertinent de faire le tour de l'organisation pour voir c'est quoi qui est publié et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour votre solution. Euh, Ensuite, peut-être, oui, l'organisation de comment c'est structuré un peu les jeux de données, parce que ça va être bien important, particulièrement lorsqu'on interroge par API, de bien comprendre la structure des données, comment c'est structuré derrière. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a 2 niveaux. Vous avez premièrement un jeu de données et dans le jeu de données, vous avez des ressources. Les ressources qui sont plus les fichiers, justement, qu'on peut télécharger. Fait que, si on en regarde un, peu importe lequel. Si je regarde les parcs de Shawinigan, ben, c'est ça. Vous avez un jeu de données, parc municipal, et à l'intérieur, vous avez des ressources. Ici, on a 4 ressources. On a une ressource de type carte interactive et 3 ressources de type données. Si on poursuit, ben, on voit aussi que, dans le fond, il y a des métadonnées qui se rattachent à la fiche, au jeu de données, et il y a des métadonnées qui se rattachent aux ressources. Ici, on est au niveau justement du jeu de données. Fait que si on regarde, on a des métadonnées. Dans le fond, c'est des informations sur le jeu de données qu'on peut aller chercher, que je vais vous montrer comment aller chercher justement via API tout à l'heure. Donc, au niveau du jeu de données, on a des métadonnées. Et si on descend au niveau des ressources, ici, je suis au niveau de la ressource, on a encore une fiche descriptive de la ressource. Dans le fond, ici, on est au niveau des métadonnées de la ressource shapefile du jeu de données des parcs municipaux de Shawinigan. C'est juste, c'est ça. C'est bien important de comprendre la structure. Puis via API, bien évidemment, on va parler en anglais. Fait qu'on est au niveau, on a un package et dans les packages, il y a des ressources. Donc, voilà pour un peu la petite structure de l'information dans CICAN et dans Données Québec. Ensuite, ben oui,
je peux faire une recherche. Des parcs, par exemple, si je suis dans les parcs de la ville de Saguenay ici, oui. Ce qui va être important particulièrement lorsqu'on utilise l'API, c'est de savoir les identifiants. Parce que quand on va interroger l'API, on va avoir à lui donner l'identifiant sur lequel on veut avoir l'information. Comment on retrouve nos identifiants? Bien, encore là, il faut faire bien attention parce qu'on a un identifiant du package et on a un identifiant par ressource. Donc, c'est bien important de faire la distinction entre les deux parce que si vous lancez des requêtes à l'API qui concernent le package et que vous lui donnez l'identifiant de la ressource, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Puis des fois, ça peut être assez mêlant de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Avec ce niveau-là, ces deux niveaux-là sont extrêmement importants. Donc, ici, je suis au niveau du package, au niveau du jeu de données. Si on descend tout en bas, on va retrouver l'identifiant. Ici, j'ai mon identifiant de mon package. Et si je descends au niveau de la ressource, c'est exactement le même principe. Si je descends, on voit qu'on a un identifiant. Ici, on est au niveau de l'identifiant de la ressource la ressource CSV, voilà. Parce que souvent, les ressources, on va les avoir dans plusieurs formats, donc on va avoir une ressource par format. Et c'est particulièrement mêlant, comme justement, des fois, dans ce cas-ci, le package va avoir exactement le même nom que la ressource. Donc, faites attention à ne pas confondre les deux. Parce que, voilà, on a un package qui s'appelle parquet espace vert et on a une ressource qui s'appelle parquet espace vert et même une ressource CSV, parquet espace vert et une ressource file, parquet espace vert. Donc, ça peut venir facilement mêlant. Je vous dirais, faites attention à ça pour les niveaux être au bon niveau quand on lance des requêtes. Ensuite, peut-être des vues. Oui, les ressources, on peut ajouter des vues, des visualisations sur les ressources. Et évidemment, dépendamment du type de ressources, vous allez avoir des vues différentes. Comme ici, je suis sur un fichier CSV, un fichier tabulaire. Ben, on peut lui mettre une vue format tabulaire, justement. Et ben ici, là, vous pouvez les classer, vous pouvez les filtrer, vous pouvez utiliser vraiment la vue, là, peut vous donner, dans le fond, quand même des belles possibilités. Et voilà, j'avais un fichier tabulaire, une vue tabulaire. Si je regarde une vue géographique d'un fichier géographique, un fichier GeoJSON, ben voilà, là, on a une vue géographique. Encore une fois, ici, c'est vraiment au choix du diffuseur de est-ce qu'il met une vue, est-ce qu'il n'en met pas, laquelle il met, puis comme dans ce cas-ci, pour les vues géographiques, vous pouvez utiliser l'outil de CICAN de base. Là. Ici, c'est Leaflet. Mais le diffuseur a le choix aussi pour utiliser notre navigateur cartographique de Données Québec, qui est basé sur Géo pour créer sa vue géographique. Et rendu là, c'est vraiment une question au choix du diffuseur. Voilà, vous avez des ressources et différents types de vues sur chacune des ressources. Oui, tout à l'heure, on a parlé des organisations. Ça aussi, c'est important de comprendre que dans le fond, les droits, particulièrement les droits en édition, sont vraiment gérés par organisation. Donc, on donne des droits d'accès, de modification par organisation. Pour ceux qui m'ont demandé des droits d'accès en édition, je vous ai donné justement, on a créé une organisation dans notre environnement de PEB pour le hack. Puis, vous avez des droits d'édition exclusivement pour cette organisation-là. Puis, si on regarde, dans le fond, justement, dans la fiche de métadonnées, vous allez voir que les jeux de données sont toujours rattachés à une organisation. Donc, ici, c'est la ville de Saguenay. Et voilà, ben, ça terminerait mon visuel pour le petit tour du portail. Là, comme je vous disais, je pense que vous avez eu l'occasion de l'explorer en long et en large. N'hésitez pas si vous avez des questions. Des fois, vous faites des recherches, je ne trouve pas, ou des questions sur quoi que ce soit. Vous avez aussi une foule d'informations quand même que vous pouvez utiliser dans le portail. Vous avez la partie explorer les données et exploiter les données, comment aller chercher les données, comment trouver des données, comment là, c'est très vague, là, comment ouvrir un CSV, vous avez une foule d'informations, puis aussi la partie là, pour les diffuseurs de données. Mais n'hésitez pas à consulter les ressources justement qui sont disponibles sur le portail. Peut-être l'onglet carte interactive, j'en ai parlé. Je vous ai donné l'adresse. Dans le fond, ici, c'est notre navigateur cartographique pour les données de Données Québec. Vous venez voir, j'habite à Deschambault. Et bref,
voilà, vous allez avoir une foule de couches d'informations. Dans le fond, la majorité des couches qui sont dans notre navigateur sont des services web gouvernementaux derrière qui sont affichés. Fait que vous avez des thématiques, dans le fond, ici, que vous pouvez aller rechercher par thématique, faire afficher les couches, désafficher les couches. Bref, vraiment une foule d'informations carto qui va se retrouver dans notre navigateur. Ensuite, si je reviens, peut-être la partie application, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet onglet? C'est vraiment les applications qui utilisent des jeux de Données Québec. Donc, des fois, ça peut être des applications commerciales réalisées par des startups. D'autres fois, c'est des applications que des paliers de gouvernement ou municipaux ont implémentées. À partir du moment qu'une application utilise des jeux de données Québec, on est très heureux d'ajouter l'application à cet onglet. Donc, si votre solution que vous allez développer pendant le hackathon peut être lancée en prod et on pourra éventuellement peut-être même l'ajouter à notre onglet des applications disponibles dans notre portail. Fait que, un dernier petit point, le pied de page, quand même assez important. Vous allez retrouver une foule d'informations ici aussi. Ici, la documentation vers l'API, où est-ce qu'on va vous donner quand même des exemples de requêtes, là, comment ça fonctionne, puis certains exemples de requêtes, comment aller chercher les données, comment trouver les données. Vous avez aussi peut-être les normes établies. Ça, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup parlé. Pour essayer de favoriser l'interopérabilité entre les différents jeux de données, particulièrement des municipalités. Là, souvent, les municipalités vont avoir sensiblement les mêmes données, mais on essaie d'avoir des formats interopérables. Donc, on s'est assis avec les partenaires et on a défini des normes. Ça, c'est vraiment une structure commune qu'on essaie que tout le monde utilise, dans le fond, pour justement favoriser une interopérabilité maximum, pour être capable de rassembler tous les jeux de données qu'on retrouve des différentes municipalités. Fait que, des fois, ça peut vous donner une belle piste là, sur les données normalisées. Je sais que vous l'avez probablement vu aussi dans les critères d'évaluation. C'est quelque chose qu'on regarde, qu'on vous suggère d'utiliser. Si vous avez des données normalisées qui peuvent s'intégrer, ben c'est bien. Puis, en tout cas, l'idée est aussi de vous faciliter la vie avec des données qui sont sensiblement normalisées. Fait que voilà pour le tour du portail. Maintenant, si on parle API, comme je vous disais, il y a des ressources. Si vous allez dans la section, vous auriez pu y aller via le pied de page aussi, là, mais il y a des informations, exploiter les données. Vous avez une page ici, interagir avec les données à l'aide de l'API Données Québec. Donc, deux ressources principales. Dans le fond, on a notre page à nous, Données Québec, de l'API, mais aussi la page de l'API SICAN, vraiment sur comment utiliser. Tu sais, la documentation de SICAN va vous donner tout le portrait de long et en large de toutes les requêtes possibles, les paramètres possibles sur chacune des fonctionnalités ou des requêtes à l'API qu'on va faire. Donc, je vous suggère fortement de toujours consulter la documentation de SICAN. Vous allez avoir toutes les informations complètes. Puis c'est ça. Dans notre page à nous, ben, on a quand même mis plusieurs exemples là, de requêtes à l'API qui pourront éventuellement vous inspirer là, sur comment lister des packages, comment avoir accès aux métadonnées des packages, comment créer des ressources, ce genre de choses. Puis, ben, vous allez pouvoir avoir ma présentation aussi qui va probablement aussi, je l'espère, vous aider. Si je reviens, je vais mettre ça ici. Fait que les requêtes à l'API, comment que ça fonctionne? Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu ce diapo-là. Dans le fond, vous avez un URL d'accès à l'API, qui va être l'URL de Données Québec, toujours /recherche/API/3/action. Ça, c'est vraiment l'URL d'accès à l'API. Puis après, ben, vous allez venir indiquer une action de requête. Ici, on a différents types d'actions de requête. Ça peut être justement un package search, un package show, un package liste, ça peut être une ressource show, ça peut être. Là, on a beaucoup de possibilités, dans le fond, d'actions de requête. Puis je vous suggère de regarder la documentation complète de SICAN. Vous allez toutes les retrouver à cet endroit-là. Et évidemment, chaque action de requête, on peut lui passer des paramètres et des valeurs de paramètres. Comme ici, si je fais une recherche de package,
Dans le fond, je veux les packages qui contiennent ma valeur parc dedans dans ma recherche et je viens limiter. Si vous cherchez, encore une fois, vous allez regarder la documentation de CICAN, vous allez pouvoir voir le paramètre row, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les valeurs qu'on peut lui mettre, ce genre de choses-là. Fait que si on regarde ici, justement, je suis sur le package search. C'est tout ça, c'est tous les paramètres possibles qu'on peut y passer. Si je regarde row, ben, c'est le maximum number of matching rows. Fait que c'est le nombre de retours que je veux maximum. Fait que si j'en veux 20, j'en veux 10, j'en veux 100, je lui passe un paramètre row. Puis souvent aussi, vous allez retrouver le défaut. Là. Regardez, par défaut, c'est 10. Méfiez-vous de ça aussi. Quand vous lancez une requête à l'API, souvent, il va y avoir un défaut. Peut-être que justement, il va vous en retourner de 10. Là, vous ne comprendrez pas, mais pourquoi il y en a juste 10? C'est bizarre, mais c'est peut-être le paramètre par défaut, dans le fond, que vous ne voyez pas, qui fait qu'il vous en retourne seulement 10. Fait que méfiez-vous, c'est ça, des valeurs par défaut, des paramètres, lorsque vous lancez des requêtes à l'API. Je reviens à ma diapo. Fait que voilà. Comment est-ce qu'on peut tester nos requêtes? Évidemment, l'API est accessible via tous les langages de programmation informatique. Là. C'est un API quand même assez classique. Moi, je vous suggère d'abord, particulièrement pour les requêtes, évidemment, où est-ce qu'on va chercher de la donnée, de les tester dans un navigateur web. C'est quand même la façon la plus facile, la plus simple de voir que votre requête fonctionne, est fonctionnelle. Puis lorsque les requêtes, si vous vous trompez, vous allez avoir des pistes aussi d'amélioration du pourquoi que la requête ne fonctionne pas. Là. Si ici, j'essaie, dans le fond, le package search avec la question parc et 20 résultats de retour, ben voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ben, il me dit quand même que je cherche des packages qui contiennent parc. Là, évidemment, la recherche est quand même assez généreuse, je vous dirais. Il va aller chercher dans les titres, il va aller chercher dans la description, il va aller chercher dans la catégorie. Partout où est-ce qu'il trouve parc, lui, il va vous sortir ça comme choix possible. Fait qu'il en a trouvé 206 quand même. Mais si je regarde comme là, justement, ma limite à 20 que j'avais mis, c'est vraiment les 20 packages. Il va me retourner seulement 20 packages sur les 206, dans le fond, qu'il aurait pu trouver. Je vais poursuivre ici. Ouais. Vos requêtes peuvent être sauvegardées dans vos favoris ou dans vos marquages. C'est quand même une bonne façon de les retrouver. Puis après, ben, tu peux juste simplement les adapter selon ton besoin. Fait que, voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Ben voilà, une recherche avec un mot-clé, un pack. Si on regarde la deuxième, ben, encore là, la même, un package search encore, mais avec plus de paramètres. Je viens mettre la question parc, je viens mettre une limite sur le nombre de résultats voulus, puis je viens les classer, les résultats, avec un des attributs. En fond, metadata modifiable, c'est la date de dernière mise à jour. Fait que je viens les classer de façon descending. Fait que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On lance une action, on y met des paramètres, on met les valeurs des paramètres qu'on veut. C'est vraiment la façon que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme belle requête? Peut-être un package show. Et vraiment ici, je vais venir chercher toutes les informations, les métadonnées concernant un package. Comme je vous disais tout à l'heure, la majorité des requêtes, dans le fond, vont nécessiter qu'on lui passe un ID parce qu'on va avoir les informations sur un package. Donc, ici, je viens lui mettre un paramètre ID avec le ID d'un package. Donc, si je regarde, qu'est-ce que ça me retourne? Évidemment, l'API va vous retourner les informations du package, mais vous allez avoir plus d'informations que ce qui est affiché via l'interface web. Si on regarde, puis on compare, peut-être ici, je cherchais, on était sur les pistes cyclables. Pendant que tu fais cette recherche, je vous inviterai, chers participants, à mettre votre micro sur mute, s'il vous plaît, pour faciliter la conférence. Merci. Fait que voilà, les informations, dans le fond, comme je vous disais, sont les mêmes. Mais avec l'API, vous allez en avoir plus. Fait que si je regarde le même package, version interface web et version
API, ce qui m'est retourné, on comprend que, comme je vous disais, c'est les mêmes informations. Si on regarde l'organisation, si je regarde, j'ai un paramètre organisation, ben, c'est la ville de Samuel. Ça aussi, là, puis chaque organisation a un ID aussi, là. Donc, ah. Pour lequel la couverture géographique, bon, ça couvre quoi, ce jeu de données-là? Ben, si on regarde ici, on a le paramètre, c'est extension spatiale. Là, évidemment, des fois, il y a des termes à associer là, qu'on doit comprendre en français dans l'interface web. On l'a nommé différemment que via l'API, puis l'API va toujours être en anglais. Là. Donc, c'est ça. C'est de comprendre et d'associer les deux. Là. Si on regarde ici, cette dernière modification, comme je vous parlais, vous avez metadata created puis metadata modified. C'est vraiment les deux dates de diffusion initiale et de modification. Voilà. Puis, ben, c'est ça. Le ID, comme je vous disais. Pour un package show, c'est vraiment ça. Vous allez retrouver les informations de métadonnées dans le fond. J'ai un petit feedback, un petit son, ou je ne sais pas. Félix, tu es capable de me muter, ou? Oui, exact. Dans le fond, je suis capable de muter, mais uniquement pour moi. La prochaine alternative, ce serait de déconnecter la personne. Fait que je vais juste lui écrire en privé si on a la chance. Alors, je vous inviterai de Oui. nouveau à mettre vos micros sur mute, éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. Son information, bon, ben, qui passe. Donc, voilà. Fait que ici, c'était, comme je disais, un exemple d'un package show. On a d'autres exemples. Si on y va peut-être avec un ressource show. Ah, mais non, et je vais. Non, allons pas trop vite. Le package show, ce qui est intéressant, c'est qu'il, oui, il va te donner les informations du package, mais il va venir ici te donner aussi les ressources qui sont contenues dans le package. Donc, si je regarde encore une fois si je compare les deux, si je regarde mes pistes cyclables ici via l'interface web, on voit qu'il y a 4 ressources de 2 types différentes. J'ai des données et j'ai la documentation. Et on voit ici, j'ai 4 ressources. Si je regarde la première, encore une fois, il me faut l'information au niveau de l'API qu'on n'aura pas toutes qui sont présentées via l'interface web. Si je regarde qu'est-ce qu'on présente, on présente le type de ressources, les données. Si je regarde dans ma ressource, je vais avoir un type, ressource type ici, qui me dit que ça, c'est de la donnée et non de la documentation, ce qui peut être très intéressant. J'ai encore une fois la date de mise à jour du fichier, de la ressource. Au niveau de la ressource, je vais avoir un metadata modifié ici qui vient me donner la date de dernière modification. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai l'URL ici qui va être, dans le fond, vraiment l'URL pour télécharger le fichier. Si je veux avoir accès à ces informations-là, ben, via l'API, on peut rechercher, on peut l'avoir. Je ne l'ai pas dit, mais l'API va toujours vous retourner du JSON. C'est ce qui est présenté dans le fond, dans mon navigateur web. Et j'ai aussi les ID. J'ai l'ID. Au niveau de la ressource, vous allez toujours retrouver l'ID du package et vous allez retrouver l'ID de la ressource. L'ID ici de la ressource. Fait que, des fois, on va avoir les informations, surtout par programmation, là, on peut boucler dans les différentes ressources puis aller rechercher les ID pour éventuellement relancer d'autres requêtes. C'est des trucs qui sont quand même particulièrement intéressants. Le format aussi, si vous cherchez, vous voulez voir le format, le type de données, la dernière date de mise à jour, des choses qui sont très intéressantes qu'on peut avoir via l'API. Et on regarde, je regarde une autre ressource. Si on en avait 4, je viens voir la dernière, la documentation ici. On voit là, justement, on a le titre, on a la description et dans ressources type, ici, justement, dans l'interface web, on l'appelle documentation. Ici, via API, la ressource est plus support. La valeur. Fait que faites attention des fois, comme je vous dis, il y a des petites différences comme ça via l'API et via l'interface web. On présente l'information un peu différemment. On ne présente pas toute l'information, mais justement, l'API va vous en donner toujours plus. Donc, où j'en suis?
On peut continuer, ouais, les différentes requêtes. Là, on était encore au niveau du package show. Si je regarde, on a aussi un ressource show, que là, vraiment, on va venir cibler une ressource et non un package. Donc, sensiblement les mêmes informations qu'on pouvait retrouver dans le package show, mais au niveau de la ressource, on va avoir ces informations-là qui vont nous être présentées pour une ressource. Oui, voilà, ça, je suis. Et ensuite, ben voilà, moi, je vous invite aussi à parcourir la documentation de CICAM pour voir toutes les requêtes qui sont possibles et ainsi que les paramètres qu'on peut leur appliquer. Fait que là, on était beaucoup au niveau des métadonnées, des fiches, dans le fond descriptif de la ressource du package. Mais CICAM va nous permettre aussi d'avoir un accès direct à la donnée. Donc là, on peut vraiment faire un query sur les données. Par contre, je vous mets en garde, il y a des limitations. Ce n'est pas toutes les données de Données Québec ou tous les formats de données de Données Québec qu'on peut accéder directement à la donnée. C'est seulement les fichiers qui sont de type CSV et qui sont téléversés sur notre info. C'est quand même une bonne limitation. Si vous avez un fichier JSON, GeoJSON ou d'un autre format, ce ne sera pas possible d'accéder directement à la donnée. Vous allez devoir le télécharger puis le travailler de votre côté. Mais si vous avez un CSV, vous pouvez accéder directement à la donnée. C'est une partie quand même intéressante qui peut être bien mise à profit dans vos applications. Et la requête, c'est des requêtes, dans le fond, au data store. Comme je dis, il faut que l'information aussi soit téléversée sur notre infra. La majorité des CSV le sont. Donc, on va aller interroger directement le data store pour aller chercher les données. OK, voici un exemple. Dans le fond, on vient encore là, on garde la même URL et on vient mettre l'action Data Store Search, puis on vient lui passer une ressource parce que là, on va accéder aux données, donc la donnée est dans la ressource. Fait que simplement comme ça, en lui passant un ID, je vais venir voir les résultats. Limite, faites attention aux paramètres par défaut. Le paramètre par défaut est toujours 100, donc la requête pourrait probablement retourner plus que 100 résultats. Faites attention aux paramètres limites quand vous utilisez le data store. Et qu'est-ce que ça me retourne? Bien, ça me retourne des enregistrements. Là, on est vraiment au niveau de la donnée. Si on regarde, je suis sur les événements du Musée d'art contemporain. Si je vous le montre via l'interface graphique ici, j'ai beaucoup de musées d'art contemporain. Est-ce que c'était celui-ci? On va regarder avec le ID. J'ai lui passé. Non, c'est pas lui. J'aurais aimé vous montrer vraiment les colonnes puis les données pour que vous puissiez voir. Hop, une petite seconde, on va le retrouver. Ouais, mon document n'est pas assez explicatif. Non, je ne retrouve pas. Mais c'est pas grave, écoutez. Juste que vous compreniez bien que les enregistrements, c'est vraiment, dans le fond, des enregistrements qu'on retrouve dans le fichier CSV. Que vous allez voir le premier enregistrement, le deuxième enregistrement, le troisième enregistrement, avec les colonnes, ici à votre gauche, dans le fond, les titres des colonnes, et là, les valeurs qu'on retrouve dans le fichier. C'est bien intéressant parce qu'on peut avoir accès directement aux données. Pas besoin de télécharger le fichier. On a un accès direct aux données. Fait que voilà, avec un Data Store Search, puis on peut aller plus loin aussi avec le Data Store Search. On peut aller filtrer même. Fait qu'on peut lancer un Data Store Search, mais avec des paramètres de filter. Fait qu'on va venir filtrer, dans le fond, sur l'un des attributs ou une colonne, dans le fond, du fichier. Si je dis, moi, je veux que la catégorie soit égale à rencontre dans le fichier de cette ressource-là.
ben, je peux le lancer comme ça avec un paramètre filter sur mon data store search. Fait que les résultats qui vont me retourner, que l'API va me retourner, sont seulement celles où est-ce que la catégorie est égale à rencontre. Fait que si je regarde les résultats de recherche, dans le fond, qui m'a sorti, je vais avoir catégorie, quelque part là-dedans, ça. Catégorie ici, qui va être égale à rencontre. Fait que là, il m'a sorti juste les enregistrements où la catégorie est égale à rencontre. Fait qu'il y a un beau petit paramètre filter qui peut être bien intéressant. On peut aller encore plus loin avec le Data Store Search SQL. Ici, là, vous voyez, regardez, la structure, dans le fond de la requête est quand même assez différente. Là, normalement, on va toujours y passer soit un ID, soit un ID ressource. Je vous dirais aussi, méfiez-vous. Il y a des requêtes qu'on va lancer ID comme paramètre, puis il y a d'autres requêtes qu'on va lancer ID ressources comme paramètre. Puis il y a d'autres requêtes comme ça, comme le Search SQL, où est-ce qu'on ne lui passe pas d'ID. Tout ce qu'on lui passe, c'est vraiment un SQL, selon la structure qu'on connaît du langage SQL. Puis on va venir mettre le ID de la ressource dans le SQL. Et voilà, j'ai un select, je vais pu mettre étoile, from, le nom de la table ou le nom de la ressource ici, dans ce cas-ci. Donc, voilà, tous les SQL que vous pouvez penser et réfléchir peuvent être lancés de cette façon-là. Évidemment, là, les requêtes de joint de table, ce genre de choses-là ne fonctionnent pas. Là, on est sur une table en particulier. Mais quand même, ça vous donne de belles possibilités là, pour venir sélectionner soit des catégories, puis on peut aller plus loin en mettant des closeware, où encore là, qu'on va pouvoir filtrer les résultats qui nous seront retournés. Puis même, on peut mettre plusieurs conditions dans notre requête SQL. Là. Fait que ici, là, regardez, là, j'ai un select, quelques colonnes, from une ressource, where je viens mettre la catégorie est égale à rencontre et la date de début est plus grande que 20, par exemple, 5. Fait que le SQL va vous ouvrir, dans le fond, quand même beaucoup de possibilités. Là. Fait que là, ici, je recherche dans le jeu de données, puis il me sort vraiment ce qui correspond à ce que j'ai mis dans mes clauses. Fait que voilà. Ici, ça, c'était les enregistrements. Il y en a trouvé seulement 2. J'ai demandé seulement les 3 colonnes avec mes 2 critères. Les 3 colonnes avec mes critères, puis il m'en a trouvé 2. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est via le Data Store Search, vous allez toujours avoir un paramètre field. Fait que si vous vous demandez c'est quoi les colonnes ou comment c'est la nomenclature des colonnes de cette ressource-là, vous pouvez aller dans field, puis vous allez avoir chacun des colonnes, la nomenclature et leur type. Fait que voilà, j'aurais fait le tour pour ce qui est de l'accès aux données, pour aller chercher des données, interroger les jeux de données, les packages, les ressources, les métadonnées. Comme je vous dis, là, c'est des exemples, mais la documentation de CICAN est très complète. Consultez-la, puis prenez ces exemples-là, adaptez-les, puis vous allez pouvoir justement utiliser l'API de Données Québec pour aller chercher vos ressources. Je serai rendue à la partie d'édition ou de création de jeux de données. Je vais vous revenir sur ma présentation. Bon, pour l'édition, évidemment, on ne vous donnera pas les droits de venir jouer dans notre environnement de production, là, mais on a un environnement, dans le fond, qui est un environnement de primo-bug qu'on met à la disposition des hackers du monde entier pour nous trouver des vulnérabilités. Cet environnement-là est quand même assez récent. On a fait une copie la semaine dernière, mais par contre, je vous m'en garde, quand vous allez chercher des ressources, utilisez toujours l'environnement de production. N'utilisez pas l'environnement POB, là, il pourra y avoir des décalages entre les 2 environnements. On utilise l'environnement de production pour aller chercher les données. Et si vous avez des cas d'édition ou d'ajout de données dans Données Québec, vous pouvez utiliser l'environnement de POB. C'est simple, dans le fond, au lieu du 3W au début de l'adresse Données Québec, vous venez remplacer par POB et c'est directement l'accès de PrimoBug. Voilà, les requêtes demeurent exactement les mêmes, c'est juste qu'on vient modifier ça. Bon, pour les droits d'édition, bien, vous allez devoir aller vous créer un compte dans POB toujours.
il n'y a pas de page, là. Vous ne pouvez pas trouver, là, créer un compte. Il faut vraiment avoir l'adresse ici qui est recherche/user/login ou /register. Les deux sont bons. Mais vous devez utiliser cette adresse-là pour vous créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, il faut m'envoyer un courriel personnel. Dans le fond, sur Discord, là, envoyez-moi un petit message, mais il faut que je vous attribue les droits sur l'organisation à Québec. Vous vous créez un compte à l'adresse suivante, vous m'envoyez un petit message, José, voici mon identifiant que vous avez créé dans le fond de votre compte. Puis moi, je vous accorde les droits pour un accès en édition dans l'organisation à Québec. C'est le fonctionnement pour avoir les droits. Ensuite, une fois que vous avez les droits, ben là, on va l'utiliser via API pour ajouter les données puis modifier les données. Vous allez devoir avoir un jeton. Vos requêtes API, vous allez faire des modifications, vous allez devoir vous authentifier et passer un jeton. Donc, vous allez dans votre compte, suivez la démarche là, et vous créez un jeton ici. Là. Toujours sauvegarder la valeur de son jeton. Je ne vous apprends rien en vous disant de ne pas le mettre sur le cloud, gardez-les local, puis jamais sur un dépôt Git. Bon, comment ça fonctionne? Bien là, comme on va faire de l'édition et de l'ajout de données, bien évidemment, on ne pourra pas lancer une requête par le navigateur Internet, on va avoir besoin d'un outil. Vous pouvez utiliser CURL. Dans le fond, les exemples sur la page Données Québec vont être beaucoup avec CURL. Dans une invite de commande, vous pouvez lancer les requêtes et vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation qui gère les requêtes à des API. Je vais vous faire une petite démo, moi, avec Python, avec les librairies URL libre puis request. Sautons dans mon écran noir. D'abord, allons-y simplement. Peut-être une des premières requêtes qu'on a vues, dans le fond, le package show tout à l'heure. C'est quand même assez simple d'utilisation. Comme je vous dis, regarde, au début, là, j'utilise le package URL lib 3 ici. Fait que vous construisez vos requêtes. Dans le fond, le but du jeu est toujours de construire la bonne requête. Et une fois que ta requête est construite, ben, tu la lances via ton package et tu gères le retour ou la création. C'est ça. Là, ici, on est sur de l'interrogation, fait qu'on va avoir de la donnée au retour là, qui va nous être retournée. Donc, voilà, comme je vous dis, un URL. Ici, on prend exactement le même URL que tout à l'heure, on a lancé dans le navigateur Internet. On la lance à HTTP request et on vient gérer le retour, dans le fond, avec le JSON load pour gérer la réponse. On regarde le statut de la requête. Si je n'ai pas un 200, ben, j'ai un problème. Si j'ai un 200, ben, je peux venir regarder les résultats si je le lance avec vous. Bon, si je regarde le résultat ici, dans le fond, j'ai lancé ma requête, ça s'est bien passé, j'avais un 200. Je viens chercher le résultat de ma réponse que je viens mettre, dans le fond, dans mon dictionnaire Python. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Exactement comme ce qu'on voyait, dans le fond, dans le navigateur Internet tout à l'heure, c'est des dictionnaires, des JSON, c'est des dictionnaires Python. Puis on retrouve exactement la même chose qu'on avait via notre requête API. Là, on voyait tout à l'heure l'extension spatiale, la ville de Saguenay. J'ai le ID ici de mon package. J'ai d'autres métadonnées. Qu'est-ce qu'on dirait tout à l'heure? Ouais, metadata created, metadata modified. Ça, c'est voilà, les valeurs de mise à jour du package, j'ai la description et je dois avoir les ressources qu'il contient. J'ai 3 ressources ici. J'ai les ressources, justement, le format. Ici, on a un CSV. Encore là, les dates de modification, le nom. Et j'ai un URL aussi de téléchargement ici. Fait que vous pouvez retrouver l'URL de téléchargement ici pour aller télécharger le fichier. Fait que voilà, comme justement, après, ben, c'est des dictionnaires Python, donc ça se gère exactement de la même façon. Ici, si je viens prendre mon résultat et je viens chercher l'URL de ma première ressource ici, on peut continuer à faire avancer le délogueur. Si je regarde la valeur de ma variable,
ici, j'ai URL téléchargement du fichier de la ressource 1. Bien voilà, j'ai retrouvé mon URL de téléchargement de la ressource 1. Fait que, voilà pour l'exemple, dans le fond, de comment est-ce qu'on gère un peu un package chaud en Python. Maintenant, pour l'édition, puis là, ben, là, vous avez compris là, toutes les requêtes que je vous ai montrées tout à l'heure, que ça, c'est les requêtes au data store, que ça, c'est les requêtes de ressources chaudes, de package list, de package search, sont gérables exactement de la même façon. Là. Fait que, voilà. Pour l'édition. Donc, comme je vous disais, vous avez besoin d'un jeton pour vous authentifier, pour vous assurer que vous avez les droits d'édition dans l'organisation pour ajouter des données et les modifier. Là, vous gérez votre jeton de la façon que vous voulez. Là. Moi, présentement, là, le code est sur un dépôt Git, donc je traîne mon jeton à côté. Puis moi, je me suis fait un dictionnaire Python là, pour mes jetons parce que j'ai des jetons en fonction des environnements, là, évidemment. Bref, je vais chercher la valeur de mon jeton. Je viens l'ajouter à mes headers pour venir passer mon jeton dans l'autorisation pour s'assurer que ma requête fonctionne. Ensuite, je vous ai fait une petite fonction, dans le fond, qu'on va pouvoir réutiliser peu importe la requête de post qu'on veut lancer à l'API de données Québec. Donc, j'ai fait une fonction réutilisable avec 3 paramètres, l'URL, le dictionnaire de mise à jour, puis les headers avec mon jeton d'authentification. Assez simple. Ici, j'utilise request.post, l'URL. Le but du jeu est toujours de construire la bonne URL puis de s'assurer que notre dictionnaire de mise à jour aussi contient tous les paramètres obligatoires parce que, bon, on a certains attributs pour créer des ressources ou pour créer des packages qui sont obligatoires. Donc, il faut avoir mis ces paramètres-là à l'intérieur, sinon la requête ne fonctionnera pas. Puis, ça peut être un peu compliqué à trouver là, pourquoi que la requête ne fonctionne pas. Mais bref. Fait que voilà, c'est pour ça aussi que dans le fond, la fonction, c'est beaucoup de gestion d'exceptions. Fait que, et voilà, vous avez la gestion des exceptions si vous avez à 409, si vous avez à 403, 404. Voilà. J'ai mis aussi une fonction pour déliter des packages. Là, évidemment, tu sais, quand on fait des tests, bon, on en crée, mais là, on ne peut pas créer 2 fois le même package ou 2 fois la même ressource. Donc, si on veut faire des tests et relancer le même script, bon, on commence par supprimer le package, puis on le recrée, puis on le supprime pour le recréer. J'imagine que vous êtes familier avec le principe. Donc, voilà, le script débute ici. Comme je vous disais, faites bien attention à utiliser le bon environnement. Lorsque vous êtes en édition, on utilise l'environnement POB. Encore là, ici, comme je vous dis pour mes tests, je délite mon package avant de le recréer, là, mais ce bout-là, vous pouvez le mettre en commentaire, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on crée un package? Je construis mon URL d'action. Dans le fond, encore là, PAB, Données Québec, Action, puis je viens y rajouter au bout Package Create. Vous allez trouver tout ça dans la documentation CCAN. Il y a des Package Create, des ressources Create, vous avez des ressources Update, des Package Patch, ce genre de choses-là. Fait que toute l'édition aussi là, va s'y retrouver. Comment est-ce qu'on crée ça? Donc, on a besoin on va passer en argument un dictionnaire à notre requête post. Mon dictionnaire vient, comme je vous disais, mettre les attributs avec leur valeur. Il vient couvrir, dans le fond, tous les attributs obligatoires. Fait que vous pourrez prendre, vous allez avoir accès à mes scripts, là, vous pourrez prendre exactement ça, puis venir simplement modifier les valeurs que vous voulez passer. Qu'est-ce qui est important? Bon, d'abord, il faut lui mettre un titre. Je vous dirais, là, pour l'exercice de peut-être simplifier la reconnaissance de vos jeux de données par rapport aux autres, là, identifier vos jeux de données à votre nom. Ça pourrait être une façon plus simple là, de s'y retrouver. Note va contenir la description, ici la fréquence de mise à jour, la couverture spatiale. Ça ici, dans le fond, j'ai mis le ID de vraiment l'organisation AQC. Fait que ça, modifiez-le pas, dans le fond, puis vous devez le passer aussi, là, c'est un paramètre obligatoire. Donc, simplement le laisser là avec cette valeur-là. Le ID est toujours bon, là, il correspond à Québec. Même chose pour le gouvernement du Québec ici, dans l'organisation principale. C'est des paramètres obligatoires. Vous avez juste à les laisser là toujours. Français, la fréquence de mise à jour, la licence d'utilisation, le type. Ici, ça va être un dataset parce qu'on crée justement un package. Le paramètre privé, on le met à faux.
Normalement, c'est ça. Si vous utilisez, comme là, aussi, avec les droits d'édition, vous allez pouvoir créer des jeux de données via l'interface web aussi, pas simplement par API. Vous avez les droits, vous pouvez les créer avec l'interface web ou avec l'API. Si vous les créez par l'interface web, quand ils sont créés, les jeux de données sont en mode privé. Donc, ils ne sont pas accessibles à tous, ils ne sont pas accessibles par API. Fait que si vous utilisez la création par l'interface web, il va falloir m'aviser que moi, je prenne le jeu et que je le mette en public. Mais bref, par API, on peut lui passer directement et dire non, non, tu me le mets public tout de suite là, avec ce paramètre-là ici à force. Le name ici. Chaque jeu de données, en fond, a toujours un titre. Il est affiché dans l'interface web, mais un name, c'est vraiment, lui, c'est un peu le nom système, là, dans le fond, là, qui respecte la nomenclature, dans le fond, pour être capable de faire des requêtes avec le name. Plutôt que l'ID, vous pouvez lui passer le name. Mais là, le name est disponible seulement sur les packages. Donc, voilà. Fait que vous ne pouvez pas mettre d'espace, vous ne pouvez pas mettre d'accent, vous pouvez garder le respect de la nomenclature, puis essayer de refléter le titre aussi, évidemment, pour que ça soit trop disparate. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, on a notre dictionnaire de notre package qu'on veut créer, puis on va lui passer en requête post. Là. Ouais, je vais l'arrêter avant. Je vais vous le montrer, dans le fond, du côté interface web. Si je regarde, dans le fond, dans mon environnement de PAB, si je regarde les jeux de données, bon, j'ai quelques tests à mon nom, bien sûr, mais là, je vais créer, dans le fond, test création José. Je vais vous le remontrer ici. Qu'est-ce que je vais créer, justement? Je vais créer José test création, qui va avoir le même José test création. Donc, voilà, mon dictionnaire, j'avance. Et j'ai lancé mon dictionnaire à ma requête post. Si je refresh ici. Et voilà, j'ai un beau nouveau package, José création, test création, qui ne contient à peu près rien, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de rien de plus. Mais qui va avoir tout de même les paramètres que je lui ai donnés. Bon, regardez la fréquence de mise à jour, j'y avais donné la couverture géographique et dans l'organisation à Québec, bien sûr. Si on va plus loin, comme je vous dis, créer un package, pas plus compliqué que ça. On lui lance le dictionnaire via une requête post avec notre authentification. Si je veux ajouter une ressource maintenant dans mon package, toujours le même principe, un dictionnaire Python avec les attributs obligatoires. Donc, le package ID, parce que la ressource est dans le package, donc il faut y passer le package ID. Deux choix. J'y passe le vrai ID séquentiel, alphanumérique, ou je peux lui passer aussi le name que j'ai créé. Tu sais, des fois, comme ça, par API, c'est plus pratique d'utiliser le name là, parce que l'identifiant unique est attribué séquentiellement. C'est plus compliqué à retrouver, peut-être. Bref. Voilà. Fait que vous pouvez utiliser le name aussi ici pour créer la ressource dans le package, pour associer le package et la ressource. Voilà. Fait que je vais donner un nom à ma ressource, une description, la taille de l'entier, le format, le type de ressource, c'est de la donnée, quelques valeurs. Ici, dans le fond, c'est le respect des lignes directrices. Là. Nous, c'est des valeurs obligatoires. On s'assure que les gens respectent les lignes directrices, mais bref, on ne s'attache pas dans les détails. Vous mettez les paramètres, gardez les paramètres comme ça, puis tout est correct. Puis, le type, ben voilà, un même texte, CSV. Éventuellement, je vais lui uploader un fichier CSV dans la ressource. Donc, toujours même principe. Je viens de lui faire une requête post. J'y passe l'URL d'action. Ici, mon URL d'action. Il est ici. Et l'URL d'action, dans le fond, je vais toujours utiliser le même URL en PAB avec un ressource create pour l'action à faire. Je vais l'URL, le data et le headers pour l'authentification et l'autorisation avec mon jeton. Si on continue. Si je regarde ici ma réponse, j'ai un beau 200, très heureuse.
si on vient voir qu'est-ce que ça a donné via l'interface web. Et voilà, dans mon paquet, José Création Test, j'ai une nouvelle ressource CSV. Par contre, là, la ressource, on n'a pas mis de fichier encore. Fait que j'ai comme un peu une ressource CSV, mais sans CSV. Mais par contre, vous voyez les paramètres que j'y avais mis, c'était un type donné, j'avais mis CIMEG, les formes CSV, et voilà, la ressource est créée. Maintenant, si on veut lui uploader justement notre fameux fichier CSV pour que la ressource soit complète, on va aller ici dans l'autre, mon fichier. Update ressources. Bon, encore là, toujours le même principe, les headers avec le jeton. L'URL d'action, ici, on va venir faire un ressource patch. Comme la ressource existe déjà, bon, on va venir y faire un patch pour lui ajouter le fichier CSV ou, même principe, pour venir modifier les attributs, dans le fond, des métadonnées. Si on veut les modifier, on y va de la même façon. Comment ça fonctionne? Bon, j'ai un fichier CSV sur mon ordi en local. Je viens lui mettre le path de ma ressource. Puis, ce qui est important, c'est de l'ouvrir. Il faut faire open dans le paramètre upload. On va venir faire open avec le fichier de la ressource en read. Maintenant, oui, il faut dire dans le fond quelle ressource on va venir. C'est quoi le ID de la ressource? Où est-ce qu'on va pousser notre fichier? Là, comme je viens de la créer, j'imagine que son ID a changé. On va revenir dedans. Au niveau de la ressource, je viens chercher mon ID. Ici, copier. Je ramène ça dans mon script. Je vais venir le coller là. Et voilà. Fait que c'est cette ressource-là qui va être modifiée. Ici, c'est si je voudrais modifier justement des attributs. Comme là, je vais modifier la description. Dans le fond, je vais venir mettre description modifiée. Test. Même principe, on lance une requête post avec notre dictionnaire ici qui est beaucoup plus court qu'à la création, mais qui est quand même le même principe. Un URL, un dictionnaire, le fichier envoyé et les headers. Donc, allons-y. Je regarde ma réponse, j'ai A200, merveilleux. On peut croire que ça a fonctionné. Si j'arrête ici, avec nous rouler, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, j'ai loadé mon beau CSV qui contenait trois colonnes avec quelques valeurs. Maintenant, le fichier est accessible. Il est vraiment uploadé sur Données Québec, puis je peux même venir ici le télécharger avec son URL. Et voilà, j'ai mon CSV qui est disponible ici. Fait que voilà, là, je vous ai fait un exemple avec un CSV. Vous voulez mettre un JSON, vous voulez mettre un GeoPackage, vous voulez mettre ce que vous voulez, un GeoJSON, c'est vraiment à votre choix. Je vous dirais simplement peut-être faire attention aux valeurs que vous entrez par API. Par rapport à la nomenclature. Le JSON, c'est en majuscule, c'est pas en minuscule. Puis le GeoJSON, le Geo est en majuscule et le JSON est en minuscule. Bref, si vous vous demandez aussi c'est quoi qu'il faut que je mette comme valeur pour ce genre de fichier-là, vous pouvez très bien venir ici puis faire des tests. Via l'interface web, vous allez pouvoir faire des tests de créer des ressources via l'interface web. Puis vous allez voir, on a des champs c'est ça. J'ai pas d'exemple. Mettons au niveau de la ressource. Je vais venir ajouter une nouvelle ressource. Bon, le titre, la taille, la description, ça va vous pister aussi sur les attributs qui sont obligatoires. Si, bon, dans le format, tu dis comment est-ce qu'il faut que je l'écrive par API? Est-ce que c'est des majuscules? Est-ce que c'est des minuscules? Est-ce que vous pouvez venir ici consulter la liste déroulante? Vous allez voir comme bon, FGDB, c'est pas GDB, c'est RGDB, c'est en majuscule. Ce genre de choses-là. Mais ceci étant dit, ça va rentrer pareil, c'est juste que là, ça va être moins uniforme et standard. Il y a peut-être ceux-là qui vont être plus nécessaires, plus obligatoires de respecter la nomenclature. Si vous rentrez de la documentation ou vous rentrez des données, c'est différent. Fait que, bref, voilà. Et comme je dis, si vous avez des problèmes avec l'API, vous pouvez très bien utiliser l'interface graphique pour créer vos ressources et les ajouter aussi.
Bon, j'étais ici, justement, j'ai créé ma ressource. Je peux venir la consulter via le Data Store Search pour venir consulter les données vraiment de mon fichier que je viens d'uploader. Fait que, essayons-le. Qu'est-ce que ça donne? Si je fais une requête au Data Store, si je regarde ici le JSON Data, qu'est-ce que ça me donne? J'ai un dictionnaire Python avec un résultat. Puis le résultat va contenir des enregistrements. Fait que voilà, j'ai mon fichier ici CSV avec mes 3 colonnes et les valeurs. La colonne 1 a cette valeur-là pour le premier enregistrement, colonne 2, cette valeur-là. Pour le troisième enregistrement, la colonne 1, cette valeur-là. Donc, voilà comment. Puis après, ben, évidemment, là, vous connaissez les bases de Python, là, tu peux boucler dans ton dictionnaire puis y passer chacun des résultats là, comme vous voulez. Fait que voilà, qu'est-ce que j'oublie? Ça terminerait pas mal ma présentation. Comme je vous dis, je vais vous donner ça. Puis, vous avez aussi, je vous donne accès aussi à mon dépôt Git, là, si vous voulez les scripts, dans le fond, qu'on a voulu que je vous ai présenté, si vous voulez y avoir accès, ils sont tous là. Peut-être faire attention. Hier, on a découvert une coquille sur le CURL qu'on donne dans notre documentation sur l'API, dans la page de Québec. Il manque le paramètre format ici. Dans l'exemple qu'on donne, il manque ce paramètre-là, mais c'est un paramètre obligatoire. Fait que si vous ne l'avez pas mis, vous allez avoir des problèmes. Là, si vous lancez vos requêtes via CURL, ça ne passera pas si vous ne mettez pas le paramètre format. Voilà, vous utilisez dans le fond le langage de programmation que vous voulez. Vous pouvez utiliser CURL aussi pour lancer des requêtes d'update. Ça ferait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant l'API de Québec. Je vais arrêter mon partage. J'ai passé 3 minutes quand même. Merci José, c'était super, très précis. Ça a permis de bien jouer en surface pour ceux qui connaissent moins l'outil ou son potentiel, mais même à certains moments d'aller assez en profondeur pour répondre à des questions très pointues. Évidemment, comme à l'habitude, on va finir par être allé de m'entendre me répéter. Si jamais vous avez des questions, le meilleur endroit pour y répondre et les poser, c'est sur Discord. N'hésitez pas, José est d'ailleurs très active. Merci aussi, très spécial, José, de toute l'énergie déployée à titre de membre du comité organisateur. C'est très apprécié. Puis je vois beaucoup d'actions dans les channels. Fait que ça veut dire que les participants sont très contents de relever les défis. Bravo à toi. Mais merci, mais tu sais, je l'ai dit aussi, tu sais, moi, dans le fond, je suis complètement indépendante de l'évaluation puis du jugement qu'ils vont avoir fait sur les projets. Fait que, tu sais, mon seul but à moi, c'est que les participants aient des projets les plus finis possibles et les plus avancés. Fait que, tu sais, si je peux les aider, ça me fait vraiment plaisir. Puis, c'est tant mieux pour tout le monde, je pense. C'est enrichissant. Ben, fantastique. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent à si grand nombre. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, on peut poursuivre la discussion par message dans le canal approprié. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. On se retrouve demain, 17h, pour un prochain rassemblement. Merci. Merci beaucoup.